Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Atelier de sensibilisation donc au ministère des Finances sur le futur de l'agriculture conventionnelle. Et en République démocratique du Congo, l'OMS juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Et nous débutons cette édition par ce message de condoléances du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé donc à son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, suite à la catastrophe donc de la rupture du barrage donc dans la nuit d'hier, qui a causé la mort d'au moins 45 personnes et autant de disparus. Le chef de l'État donc a exprimé dans son message son homologue kenyan et au peuple kenyan toute sa tristesse, sa compassion en ces circonstances douloureuses, en lui assurant partager sa douleur et celle des familles endeuillées par ce drame. Je tiens à vous assurer de toute ma solidarité donc et de celle du gouvernement et du peuple djiboutien face à cette terrible épreuve, a conclu son message le président de la République. Et c'est au Kenya, donc, dans la vallée du Rift, la rupture du barrage de Soleil qui a causé la mort d'au moins 47 personnes et plus d'une quarantaine donc sont portées disparues. Un bilan dramatique qui peut encore évoluer. Et dans la nuit donc de jeudi à vendredi, les secouristes ont cherché aider des rescapés. Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées et selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles ont été touchées donc. Et elle a lancé donc un appel aux dons situé donc dans la région de la ville de Nakuru, en haut d'une colline. Le barrage alimentait donc une importante ferme. Lorsqu'il s'est rompu, l'eau et la boue qu'il retenait ont balayé 2 villages et les foyers pauvres des agriculteurs qui travaillaient dans la ferme sur un rayon de 2 km. Beaucoup de gens dormaient ou étaient en train de souper au moment du drame. Les recherches vont durer et cette rupture du barrage vient alourdir le bilan de cette saison des pluies meurtrières qui a commencé au Kenya au mois de mars. Et après une période de sécheresse intense, au début de l'année, donc plus de 3,4 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire. Les pluies torrentielles, plus fortes que d'habitude, ont causé donc des inondations et des glissements de terrain. Déjà plus de 170 personnes ont trouvé la mort et plus de 225 000 autres ont été déplacées selon le gouvernement. En nouvelle du pays, à présent, le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère en charge donc de l'agriculture, a organisé un atelier de sensibilisation à nouvelles techniques agricoles, un parterre donc de participants issus des institutions de l'État, des représentants du secteur privé, mais aussi des jeunes entrepreneurs. La suite avec Fardous Hussein. Cet atelier, l'on recherche à stimuler la conservation autour de ces nouvelles technologies et la capacité de Djibouti à pouvoir entreprendre et développer l'agriculture avec des moyens disponibles dans le monde. L'idée étant également de changer les psychologies que Djibouti est un pays aride où l'exploitation agricole n'est pas possible, en sensibilisant les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agrobusiness. Le ministère de l'économie vise à concilier technologie et développement de l'agriculture en utilisant les hydroponiques et les aquaponiques et ainsi permettre au pays de devenir un pays producteur de ses propres fruits et légumes. En développant les fermes intelligentes, l'agriculture pourrait se développer dans des espaces agricoles très limités et économiserait pour les exploitants près de 95% d'eau en utilisant simplement le contrôle des nutriments agricoles. Ces services pourraient également permettre le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, non seulement dans le développement de l'agriculture, mais aussi dans l'éthique comme la programmation des applications des jeunes conciliant exploitation du sol et technologie. Les hydroponiques peuvent être faites à Djibouti à la différence d'échelle des matériels récupérés aux serres hautement technologiques, mais aussi avec le même principe de réduction de la consommation d'eau et de meilleure productivité. Et selon le ministre de l'économie et des finances, cet atelier donc sera le premier d'une longue série pour sensibiliser le secteur privé djiboutien dans le secteur de l'agrobusiness et présenter les nouvelles technologies. On écoute le ministre. Dans un processus où nous estimons que la façon de faire notre développement, la façon de construire cette république de Djibouti moderne,
résiliente, où tout le monde peut mieux vivre, avec un ambitieux programme, avec une vision du président, avec une vision de Djibouti. Et dans cette vision, un des piliers étant la diversification de l'économie. On ne peut pas se contenter et on ne peut plus se permettre de vivre seulement autour d'un seul secteur. On a vu la limite de ce modèle de développement. Donc il faut shifter et on a shifté. Est-ce que l'agriculture et le développement agricole peut représenter une opportunité en termes de diversification de notre économie? C'est la question que nous nous sommes posée. Il est clair que dans l'agriculture traditionnelle, et compte tenu de ce que je disais auparavant, c'est-à-dire sur les conditions climatiques et les conditions de Djibouti, naturelles de Djibouti, ce n'est pas une démarche raisonnable de notre part pour mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens dans l'agriculture. Il y a d'autres qui savent mieux faire que nous dans la région. Mais là où les choses ont beaucoup changé, c'est que la technologie est arrivée entre-temps. Et cette technologie permet à un pays comme Djibouti à produire et à se suffire sur le plan de la sécurité alimentaire. L'agriculture intelligente, l'agriculture au bout de nos smartphones, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité et c'est un processus qu'il faut également, sur lequel il faut réfléchir. Et nous allons revenir donc sur les tenants aboutissants de cette réunion au ministère donc des Finances avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Alors deux thèmes donc nous interpellent durant cette réunion. Il s'agit bien sûr de l'hydroponie et de l'aquaponie. Effectivement, Ahmed, bonjour avant tout. Ces procédés, Ahmed, l'aquaponie et l'hydroponie sont des cultures sans terre. L'intérêt, donc, il est possible de produire tout au long de l'année tout en gardant ainsi le contrôle sur des points essentiels. Parlons de l'hydroponie, Ahmed. L'hydroponie est une culture en eau. La plante vient plonger ses racines dans une grande réserve d'eau enrichie par des nutriments indispensables à sa bonne croissance, contrairement à ce que l'on peut repenser. Il s'agit d'une technique horticole ancienne utilisée notamment par les Aztèques. Dans des faits, étant donné qu'il s'agit d'une culture hors sol, la terre est remplacée par un substrat. On utilise par exemple des billes d'argile. Il incombe à l'agriculture à Ahmed de réguler ainsi des solutions nutritives utilisées pour nourrir les plantes. Et rassurez-vous donc, si vous souhaitez vous lancer dans l'hydroponie, il existe donc des composés adéquats disponibles dans le commerce. Et s'agissant de l'aquaponie, Ahmed, l'aquaponie est une culture en eau mais aussi associée à un élevage de poissons, donc d'eau douce. Il s'agit d'un procédé qui permet de passer de l'ajout de sels minéraux. En effet, ceux-ci proviennent des mines et donc représentent une source limitée. L'aquaponie permet de contourner ce problème et d'être encore plus écologique. Et donc, puis presque fermé et généralement constitué de 3 espaces d'un bassin de poissons que l'on nourrit d'excréments et en particulier de fines d'eau sont amenés dans un autre espace, l'espace des bactéries. Celles-ci vont participer à la transformation naturelle de l'ammoniac contenu dans ces excréments, Ahmed, en nitrate et en eau enrichie pour ainsi le développement de ces poissons. Merci Fardous pour ces précisions. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué donc hier une visite de terrain dans la région de Dikil afin de constater de visu l'état d'avancement des actions de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre donc par son département dans la région de l'Unité. Le ministre donc a été accueilli chaleureusement par les populations donc des localités visitées. Il a remercié tout d'abord les autorités de la région pour leur accueil, puis a fait un bref rappel des actions entreprises par son département dans le cadre du projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti », à savoir notamment la réhabilitation du périmètre agricole de 10 hectares de Lilia à Bouri à Haléa. Ainsi, le ministre a présidé la cérémonie de remise officielle d'un lot de matériel donc agricole, composé notamment de tuyaux, de brouettes et de faucilles, à une quarantaine de bénéficiaires de cette localité, dont 25 sans défaut
femmes. Et dans son mot d'instruction, le ministre a souligné l'importance de cette action qui rentre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et a demandé aux différents bénéficiaires d'utiliser donc le dit matériel à bon escient, sans oublier également l'accompagnement et la formation des bénéficiaires aux différentes techniques d'adaptation au changement climatique. Il a mis également en avant que le forage de Koudikoma de Halle 1, déjà réalisé, ayant un débit élevé, sera équipé très prochainement par des panneaux solaires pour alimenter en eau et rendre indépendant le périmètre agropastoral de 10 hectares de cette même localité, ainsi que le développement de nouveaux périmètres agropastoraux. Ces actions ne se limitent pas uniquement à la distribution de matériel agricole. Et prenant la parole lors de la réunion avec les responsables de la région et les notables, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement a indiqué que ces travaux sont le fruit des actions conduites donc par son département pour accompagner les bénéficiaires et pérenniser les actions des communautés locales. Il a mis en exergue également donc sur le fait que la mise en œuvre des activités du projet s'inscrivent donc pleinement dans la ligne donc de la politique conduite par le président de la République qui vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales et vulnérables en leur offrant des opportunités de créer des activités génératrices de revenus. Un atelier sur le financement SFI ou Société financière internationale des projets hôteliers s'est tenu à la Chambre de commerce de Djibouti. Cet atelier, donc organisé par l'Agence nationale du tourisme, a vu la participation de la responsable du département promotion de l'ANPI, des différents responsables et des experts internationaux. L'objectif de cet atelier étant de subvenir à soulever donc les défis du tourisme pour un développement et l'amélioration de l'hôtellerie et avoir un financement également conséquent qui permettrait d'élever la valeur du tourisme à Djibouti. Rappelons que Djibouti a été nommé donc cette année 2018 capitale mondiale du tourisme par le Conseil européen du tourisme et de l'agriculture. Nous sommes en train de promouvoir les initiatives privées et le développement du secteur privé en général, mais surtout en particulier le secteur du tourisme, parce que nous savons que c'est un des premiers secteurs qui pourvoit le plus d'emplois. Juste pour souligner, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous avons exonéré ces 4 dernières années environ 27 projets de développement d'infrastructures hôtelières. Ces projets ont été développés à 85% par des initiatives locaux, des promoteurs djiboutiens. Quelques 5 entreprises étaient uniquement des entreprises étrangères. Et ces entreprises ont créé un total de 1300 emplois prévus. Et pour plus de précisions également concernant les tenants et aboutissants de cet atelier, je vous propose de suivre l'intervention du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. A besoin d'un financement conséquent qui puisse apporter, qui puisse relever la valeur, je dirais, du tourisme à Djibouti. Beaucoup et un nombre important de personnes viennent à Djibouti découvrir, et certains d'entre eux qui viennent nous voir nous disent que Djibouti est unique dans son genre, parce que Djibouti montre aujourd'hui la capacité d'accueil qui pouvait être absorbé pour les touristes de valeur ou de touristes de haute, je dirais, intensité, pour découvrir des sites exceptionnels comme le lac Assal, le Sable Blanc, les 7 Frères, les régions de l'intérieur dans son ensemble. Voilà le but de cette réunion. J'ai échangé avec le directeur général de l'ONTD qui est en déplacement au Kenya aujourd'hui, représenté par madame, que nous avons travaillé en collaboration avec la direction de la Chambre de commerce pour pouvoir réaliser les informations nécessaires et échanger avec les opérateurs privés. Je voudrais juste signifier ici que la vision 2035 du gouvernement ou de la République de Djibouti montre un cap du développement du tourisme, et cela donnera un objectif à cette réunion aussi pour qu'il puisse donner quelques informations concernant les financements. Je n'oublierai pas de citer que Djibouti a été primé capitale mondiale du tourisme pour l'année 2018
par les conseils européens du tourisme et de la culture. C'est une très bonne chose pour le pays, c'est une bonne publicité pour le pays, et Djibouti commence à donner une très bonne impression du tourisme par rapport au reste du monde. Sport à présent, la saison sportive 2017-2018 des forces armées djiboutiennes s'est clôturée ce matin au complexe sportif du roi Fahad à Balbala lors d'une importante cérémonie parrainée par le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence de son conseiller le général Hassan Ali Kamil et bien sûr du haut commandement militaire ainsi que des responsables des différents départements militaire. À son arrivée, donc, le général Zakaria a été reçu par le chef d'état-major de la défense et des officiers des forces armées. Donc, au début de l'événement, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes a passé en revue les différentes équipes sportives qui ont participé à la saison sportive des forces armées djiboutiennes de 2017-2018. À cette occasion, l'hymne national a été joué par la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes. L'équipe féminine de foot. Et enfin, le juge arbitre. Les deux équipes qui vont se rencontrer, les restes. Et en ce qui concerne les résultats de la saison 2017-2018, l'équipe du régiment quartier général des forces armées, donc et corps, la direction centrale du matériel des forces armées, se sont rencontrés donc pour le match final du championnat de football et a été remporté donc le titre de la saison, les équipes du régiment quartier général des forces armées par 2 buts contre 1. Et dans les compétitions d'athlétisme, l'athlète Moumine Bouh Guellé a remporté le concours final de 5000 mètres avec un temps estimé à 14 minutes et 55 secondes. Il a remporté la 2e place et le coureur Khadr Awali ainsi que le coureur Adam Roble Djama a remporté la 3e place. En ce qui concerne les titres dans les compétitions de volleyball, les forces d'action rapide ont remporté face donc à l'armée de l'air djiboutienne. Et à la fin de la cérémonie, des trophées et des médailles récompenses ont été distribués donc aux équipes gagnantes dans les diverses compétitions de la saison sportive des forces armées djiboutiennes telles que le football, le volleyball et l'athlétisme.
Toujours en nouvelle nationale, les techniciens de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, ont dû intervenir donc ce matin pour remplacer d'urgence une conduite d'eau du réseau d'adduction qui a été endommagée au niveau du PK20. Cet incident donc ayant entraîné une coupure d'alimentation en eau acheminée depuis les forages qui approvisionnent la capitale. Les travaux de construction de la nouvelle free zone exécutés par une société privée ont entraîné par maladresse une cassure de la conduite d'eau de diamètre 350 lors des travaux. Rappelons qu'en moins d'un mois, 2 conduites d'eau ont été endommagées par des travaux de terrassement exécutés par des sociétés privées. Et pour remédier à ce problème et mettre fin à ces cassures des conduites d'eau, l'ONEAD a débêché donc sur les lieux une équipe de techniciens afin de réparer le réseau d'adduction d'eau qui a été endommagé. La direction de l'ONEAD s'excuse auprès de ses abonnés pour ce désagrément indépendant de sa volonté. Provisoire sur la conduite, le temps de laisser les abonnés reconstituer leur stock. Nous reviendrons demain, Inch'Allah, pour la réparation définitive. Donc toute casse sur les conduites d'eau provoque des fortes perturbations dans l'alimentation, surtout quand on est en période d'été où les demandes sont plus importantes. Nous allons retrouver donc la suite de notre édition juste après l'appel à la prière d'Al-Asr. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le centre de développement communautaire de la région de Tadjoura, en collaboration donc avec l'association tadjourienne pour la promotion de santé, a organisé un atelier de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif pour les femmes de la région. Était présent dans cet atelier le vice-président du conseil régional, la présidente de l'association ATPS et le sous-directeur de la région de Tadjoura pour le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le but de cet atelier donc était d'informer les femmes de l'importance de l'allaitement maternel exclusif et le danger encouru en cas de non-respect de celui-ci. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ibiro Ahmed Hamadou, survenu donc hier soir à son domicile suite à une longue maladie. Feu Ibiro Ahmed Hamadou donc est né en 1952 à Halle, dans la région de Tadjoura. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 9 enfants ainsi que plusieurs petits-enfants. Feu Ibiro donc a commencé sa carrière en 1975 en tant qu'infirmier à l'hôpital Farahad. Puis il devient député en 1982, en 92 ministre du Travail et de la Formation et enfin député en 1996. En apprenant ces douloureuses disparitions, nous prions donc le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour. Alors Hussein, en République démocratique de Congo, l'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola. Oui, donc effectivement, Ahmed, l'Organisation mondiale de la santé donc juge élevé donc les risques de la propagation de l'épidémie d'Ebola donc en République démocratique du Congo. Sur la période de 8 au 10 mai, les autorités congolaises font état d'un décès et de 11 cas de fièvre hémorragique. Tous ne sont pas positifs à Ebola. Les premières analyses réalisées ont pour l'instant confirmé la présence du virus Ebola donc chez 2 personnes. Les foyers de l'épidémie se trouvent dans la zone des Bikoro, mais il n'a pas encore été précisément localisé. Dans un bilan donc précédent, l'OMS faisait état de 2 cas confirmés, 18 probables et 12 autres donc suspectés. Une équipe donc de l'Organisation mondiale de la santé se trouve actuellement donc à Bikoro où l'aide humanitaire est en train de se coordonner. Des laboratoires donc immobiles devraient également être déployés sur place donc pour prélever donc et analyser les personnes donc suspectées d'être contaminées. Et c'est donc en Birmanie, au moins 19 morts dans des combats avec des rebelles. Justement, donc, des combats entre des militaires et des rébellions armées ont fait donc au moins 19 morts. Donc, aujourd'hui, selon donc le bilan de l'armée de ces pays, on voit à des nombreuses guérillas ethniques, dont celle des musulmans Rohingyas dans l'ouest du pays. Donc, l'armée n'a pas dit combien de rebelles, militaires et civils figuraient parmi les victimes, mais tant un responsable d'une ONG locale ayant participé à l'évacuation donc vers l'hôpital local des Moussé évoque la présence des civils et de 2 femmes dont innocentes parmi les morts. Les dirigeants donc Pirman Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix,
peine à résoudre donc l'épineux dossier de la construction d'un État fédéral, malgré donc des pourparlers donc visant effectivement donc à mettre fin aux nombreux conflits avec les guérillas ethniques pour donc certains parmi les plus anciens donc mouvements des rébellions au monde. Et nous restons dans la région, donc en Irak notamment, où les élections législatives se déroulent sous haute surveillance. Effectivement, donc Ahmed, près de 24,5 millions d'électeurs irakiens donc sont attendus dans donc le bureau de vote pour élire donc leurs députés. La tâche principale des nouveaux parlements sera de superviser la reconstruction donc d'un pays de l'impôt après 3 ans de guerre contre des djihadistes pour des raisons donc de sécurité, et alors que l'État islamique a récemment menacé électeurs et centres de vote. 900 000 policiers et soldats donc ils sont en alerte dans le pays, dans différents quartiers de Bagdad. La police est bloquée donc le riz menant donc au bureau de vote, tandis que la capitale habituellement donc est embouteillée, était désertée car la circulation est interdite. À Mossoul donc Ahmed, l'ancienne capitale irakienne de l'État islamique, et dans le nord du pays, les bureaux ont également ouvert dans ces écoles. Et enfin, Hussein, donc en direction l'Amérique latine, où le nouveau dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel a reçu donc hier à La Havane le président palestinien Mahmoud Abbas et lui a apporté son soutien à la création d'un État palestinien. Oui, effectivement, donc le président donc est palestinien, donc achève aujourd'hui sa tournée en Amérique latine qu'il a également emmené au Venezuela et au Chili, 2 pays qui ont soutenu donc les projets de constitution d'un État donc palestinien. Donc lundi au Venezuela, Mahmoud Abbas avait demandé aux pays latino-américains de ne pas transférer donc leur ambassade en Israël à Jérusalem, donc comme s'apprête à le faire les États-Unis. Donc Donald Trump a annoncé en décembre sa décision de reconnaître donc Jérusalem comme capitale d'Israël, rompant avec ses prédécesseurs. Ces transferts donc est très controversé et prévu le 14 donc mais pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.